Lorsqu'on a une distribution et puis que nous avons une mesure de tendance centrale, la mesure de tendance centrale n'est pas suffisante pour bien décrire l'allure de la distribution. Pour illustrer ceci, je vais prendre deux distributions et je vais choisir comme mesure de tendance centrale la moyenne. Et puis on va comparer les deux distributions seulement à l'aide de la moyenne. Alors on va prendre une classe d'étudiants et puis on va prendre les résultats scolaires à une évaluation. Alors pour la première classe, disons que nous avons les résultats suivants. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Si je calculais la moyenne de cette série statistique, nous obtiendrions 80%. Donc 80. Je vais prendre une autre série statistique et puis on va aussi calculer la moyenne. Donc disons que dans un autre groupe, j'obtiens plutôt les résultats suivants. 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85 et 87. Peut-être mettre des virgules pour bien séparer. Même chose en haut. C'est plus clair. Voilà. Si je calcule la moyenne ici, ce que j'obtiens comme valeur, c'est aussi 80. Si je donne comme une moyenne à ces étudiants 80, et à ces étudiants 80, on remarque qu'on a deux distributions qui sont différentes. Dans ce groupe-ci, on voit que les données vont couvrir un intervalle beaucoup plus grand. En fait, les résultats vont couvrir un intervalle beaucoup plus grand, alors qu'ici, l'intervalle est beaucoup plus petit. L'étendue est plus petite ici que là. Ici, on a une étendue de 40, alors qu'ici, nous avons une étendue de 14, 87, moins 73. OK, donc, si seulement donner une mesure de tendance centrale, c'est pas suffisant, il faut donner une autre information pour pouvoir bien décrire la distribution. Parce que, clairement, ici, même mesure, plutôt même mesure, même valeur, et on a deux distributions qui sont différentes. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va calculer la distance de chacune de mes données par rapport à la moyenne. Et on va faire la moyenne de ces distances-là pour voir si les données sont proches ou éloignées de la moyenne, de mon centre. Donc, en fait, je vais calculer la moyenne des distances. Si en moyenne les distances sont élevées, ça voudra dire que mes données s'éparpillent. Tandis que si j'obtiens un nombre plus petit, avec le calcul que je vais effectuer, eh bien, ça va vouloir dire que les valeurs sont plus proches, parce que je les compare à ma moyenne, donc sont plus proches de ma moyenne, donc que les données sont moins éparpillées. Donc, ce que je vais calculer, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc, première chose qu'on va faire, c'est prendre chacune des valeurs et la comparer à la moyenne. Alors, on va calculer la valeur, la distance de chacune des données. Je vais faire ça avec la première série. Donc, 60 moins 80. Et je vais additionner ceci pour toutes les valeurs. Donc, 65 moins 80 plus, et ainsi de suite, plus 95 moins 80 plus 100 moins 80. Alors là, ce que je fais, c'est que j'additionne les distances par rapport à 80 et on en fait la moyenne. Par contre, je ne vais pas diviser par 9, qui est le nombre ici de données que j'ai dans mon échantillon. Je vais plutôt diviser par 1 de moins, 9 moins 1. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Grosso modo, l'idée, c'est que si je connais la moyenne, qui est 80, et que je connais 8 données sur les 9, donc une de moins que la taille de mon échantillon, je suis capable de déduire la valeur de la
neuvième donnée. Donc, par exemple, si je connais la moyenne, puis que je connais 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95 et 100, on est capable de déduire, sachant que la moyenne est 80, que la donnée manquante est 90. Donc, c'est un peu l'idée. Si on effectue ce calcul-là, au numérateur, on va obtenir 0. Et bon, ça, c'est dû entre autres à cause qu'on a des quantités qui sont négatives. Ici, 60 moins 80 va me donner moins 20. Et voyez-vous ici, 100 moins 80 va me donner plus 20. Alors ici, on voit déjà ça s'annule et ainsi de suite à cause que j'ai des parenthèses qui sont négatives et d'autres positives. Et ce phénomène-là n'est pas dû seulement à cet exemple, mais bien à n'importe quelle situation. Ce type de calcul va toujours donner 0. Donc si ça donne toujours 0, ça ne vaut pas grand-chose de le calculer parce que peu importe la situation, on va toujours obtenir 0. Pour contourner le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos parenthèses au carré. Donc en fait, on va calculer les distances, mais au carré. En faisant ceci, en mettant la parenthèse au carré, ma parenthèse qui était négative, en la mettant au carré, elle devient positive. Alors, tout ce que j'additionne, ce sont des quantités positives. Alors, là maintenant, obtenir 0, c'est beaucoup plus rare. En fait, c'est encore possible, mais la seule façon d'obtenir 0, étant donné qu'on calcule des distances par rapport à la moyenne, ça serait que toutes les parenthèses soient égales à 0. C'est-à-dire qu'en fait, que toutes mes données soient la même que ma moyenne. Fait qu'en fait, si on remet ça dans le contexte de notre problème, ça voudrait dire qu'il faudrait que tous les étudiants aient obtenu la même note. Donc, en l'occurrence, ici, 80%. Aussitôt que j'aurai une donnée qui est un petit peu différente de 80, par exemple 81%, je n'obtiendrai plus 0 ici. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la racine carrée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écart type, qu'on note S dans le cas d'un échantillon. Alors, si on calcule, si on effectue ce calcul-là, ce qu'on obtient, c'est environ 13,7. Si on faisait le même type de calcul ici, avec la série du bas, on obtiendrait environ 4,6. Alors là, maintenant, on a deux nombres différents qui permettent de distinguer, en fait, de faire une différence, d'établir une différence entre nos deux distributions. Donc, quand on choisit de donner comme mesure de tendance centrale une moyenne, on doit toujours jumeler à cette information l'écart type associé. Dans ce cas-ci, on a un écart type de 13,7. Bon, là, ce serait des pourcents, étant donné qu'on a des notes d'examen. Et ici, on a un 4,6. C'est-à-dire que, comme on a calculé des distances, ici, les notes sont plus éparpillées, étant donné que mon nombre est plus grand. Tandis qu'ici, mes données sont plus rapprochées. Et là, on le voit bien. On voit bien qu'ici, que les données sont plus éparpillées qu'ici. Donc, l'écart type va permettre de calculer la dispersion des données. Donc, plus l'écart type est petit, plus les données sont proches ou se concentrent autour de ma moyenne. Et plus l'écart type est grand, plus les données sont dispersées, donc sont moins concentrées autour de ma moyenne. Et façons notre tableau. Et puis, prenons un tableau de fréquence, comme on est habitué de rencontrer pour une variable, ici dans ce cas-ci, qui est quantitative discrète. Et puis, ce que je vais faire, c'est donner la formule générale du calcul de l'écart type pour un échantillon et aussi pour une population. C'est très semblable, il y a une petite notation de différence. Et puis, bon, ensuite, je vais terminer en donnant la définition formelle de ce qu'est l'écart type. Si je voulais calculer l'écart type ici, donc c'est un échantillon, je vais l'écrire S égale. Ce qu'on doit faire, c'est prendre chacune des données et soustraire la moyenne. Donc 1 moins la moyenne. Dans ce cas-ci, bon, c'est pas important vraiment, là, 5,43 environ la moyenne. Bon, là, c'est juste de voir la formule, là, donc on ne calculera pas l'écart type. Là. Donc 1 moins 5,43 au carré, plus, et là, on l'a 8 fois, donc plus 1 moins 5,43 au carré, plus, donc 8 fois. Ensuite, 2 moins 5,43, la réponse au carré. On va l'avoir 29 fois ce calcul, étant donné que la fréquence est 29. Donc, au lieu de faire 29 fois la même addition, on va multiplier par 29. Et ainsi de suite. On additionne tout ça. Alors, comment qu'on écrit cette formule-là? En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les valeurs de ma variable. Donc, premièrement, la première valeur. Donc, on va prendre les valeurs des variables. Donc, x indice i. On va soustraire
la moyenne. On va mettre au carré. Je vais multiplier par la fréquence. Et là, je vais venir déplacer mes trucs car je vais manquer de place. Ok, voilà. La valeur numéro i. Donc, par exemple, si je prends la valeur numéro 1, x1 moins la moyenne. Donc, ça serait ici x1. Ça serait la fréquence de x1. Donc, 8 fois la valeur numéro 2, x2, sa fréquence. La valeur numéro 3, sa fréquence. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, la valeur numéro 8 et sa fréquence. Donc, je fais ça pour chacune de mes valeurs. 1 moins la moyenne multiplié par au carré. On peut au carré multiplié par 8. 2 moins la moyenne au carré fois 29. 3 moins la moyenne au carré fois 80. 4 moins la moyenne au carré fois 171. Ainsi de suite jusqu'à x9. On additionne le tout. Donc, mes valeurs vont de 1 jusqu'à ma plus grande la quantité de valeurs que j'ai. Dans cet exemple-ci, le k vaut 9 parce que je vais de 1 jusqu'à 9. On divise par la taille de l'échantillon, donc n. On soustrait 1. Et on prend la racine carrée. Alors, si on effectuait le calcul ici, on obtiendrait environ 1,23. Là, ici, c'est des cours. Donc, ma moyenne, c'était 5,43 cours. L'unité pour l'écart type, c'est le même que pour la moyenne, donc 1,3 cours. Ça serait mon unité ici. Ça, c'est le cas d'un échantillon. Quand on est, je vais s'écrire ici échantillon, quand on est en présence d'une population, la formule est un petit peu différente. Alors, on va toujours prendre les valeurs de ma variable et on va soustraire la moyenne. Mais comme on est dans le cas d'une population, on va prendre la moyenne de la population, donc mu. On met au carré, on multiplie par les fréquences, donc jusque-là c'est très semblable. On additionne de 1 jusqu'à la quantité de valeurs qu'on obtient. Et on va diviser par la taille de la population. Donc pas la taille moins 1, mais bien la taille. Et comme on est dans une situation où on est en présence d'une population, c'est n majuscule. On prend la racine. Voilà. Et pour indiquer qu'on ne fait pas partie, que ce n'est pas une écart type d'échantillon, mais bien de population, on va changer la notation et on va prendre ce symbole-ci qui est le symbole sigma. Alors là, il faut faire attention. Ce symbole-là, c'est sigma. Et ce symbole-là, c'est aussi sigma. En fait, c'est la même lettre grecque, sauf qu'ici, c'est la lettre grecque sigma minuscule. Et ici, c'est la lettre grecque la lettre grecque sigma majuscule. Alors, les petites différences, la notation, sigma, qui est un genre de O avec une petite queue par en haut, la moyenne, qui est mu, et on divise par n. Donc, la plus grande différence, c'est ici, c'est qu'on ne divise pas par n-1, mais bien par n. Alors ça, c'est on est en présence d'une population. Voilà. Donc, je vais terminer en vous donnant la définition formelle de ce qu'est l'écart type. Voilà, je vais écrire ici. Donc, l'écart type est une mesure de dispersion calculant la distance entre l'ensemble des données d'une distribution et la moyenne de cette distribution. Juste une petite coquille ici, distance. Et je vais mettre en relief les mots-clés. Voilà. Et donc, bon, si on voulait vraiment être très très précis, en fait, bon, qu'est-ce qu'on calcule? C'est des distances au carré. On en fait une moyenne, donc c'est la moyenne des distances au carré auxquelles on prend la racine carrée. Mais, grosso modo, l'idée c'est que c'est une mesure de distance par rapport à la moyenne.